Originaire de Lille, Delphine s'est installée en Provence il y a 20 ans. Sculptrice et peintre, elle admire cette ville qui a inspiré les plus grands noms de la littérature et de la peinture. Stendhal, Mistral, Zola et bien sûr Cézanne. Pour nous faire découvrir la ville natale de ce peintre qui aujourd'hui encore fait la fierté des Aixois, Delphine retrouve Frédéric Paul, guide du patrimoine et grand admirateur de l'artiste. Aix-en-Provence est une ville qui a beaucoup d'histoire. C'est la deuxième ville en nombre de monuments historiques en France, derrière Paris. 140 monuments inscrits ou classés. Donc il y a énormément d'histoire, énormément de choses à découvrir dans cette ville. Des fontaines, c'est la ville aux 1000 fontaines. Et puis il y a plein de petits patrimoines cachés. Par exemple, ces balcons, les balcons phalliques qu'on peut voir ici, qui ont cette forme assez particulière de sexe masculin. Et Tu me fais découvrir quelque chose? Oui. Oui. Il y a une vingtaine de lieux à Aix-en-Provence où on trouve ce type de balcon. On pense que ce seraient des lieux où des gens habitaient et ils avaient des amours hors mariage. Il y a les ruelles coquines et l'artère officielle. Le cours Mirabeau, ouvert à l'emplacement d'anciens remparts, devient au XVIIe siècle l'avenue chic d'Aix-en-Provence. Là où les nobles font construire leur élégante résidence. Là aussi où il est bon de voir et d'être vu. C'est une promenade à carrosse et les dames de la bourgeoisie pouvaient se promener ici les après-midi, oui. Elles montaient, elles descendaient, elles montaient, elles descendaient. Alors, ça n'a pas beaucoup changé parce que le vendredi soir et le samedi soir, il y a des voitures qui montent et qui descendent. Voilà. Et là, ce café, c'est le plus vieux café d'Aix-en-Provence et Cézanne avait ses habitudes ici. Et donc voilà, ici on rentre dans le salon Antoine. Et c'est une pièce célèbre du Café des Deux Garçons parce que c'est ici que Cézanne venait passer ses après-midi avec Émile Zola. Il venait boire un verre et jouer aux cartes. Ce qui est touchant ici dans ce lieu, c'est que rien n'a changé depuis l'époque. Les dorures, les corniches sont classées, les miroirs sont d'époque, ce sont des miroirs à l'ancienne, à l'étain. Si Cézanne, si Zola revenait dans le café aujourd'hui, ce serait pareil. Il reconnaîtrait le lieu parce que c'est vraiment comme ça que c'était. Les pas de Cézanne emmènent maintenant Delphine et Frédéric vers le véritable refuge de l'artiste. Son atelier, aujourd'hui propriété de la ville. Ah, c'est magique. Wow. Son endroit. C'est l'entrée du maître. Allez, allons voir ce que ça donne de l'intérieur. Ah ouais, je suis pressée de voir ça. Gabriel Maginier veille sur cette maison que Cézanne a fait construire en 1901, selon ses propres plans, pour y abriter ses créations. L'atelier de Cézanne, Gabriel, là. Oui, c'est un endroit assez magique, effectivement. C'est la fin de la vie de Cézanne. Et l'atelier servait à Cézanne pour peindre ici des natures mortes, des portraits. Et il a peint surtout les grands tableaux des grandes baigneuses qu'il a peint sur ce chevalet notamment. Ce chevalet-là, waouh. Énorme. Mais il était grand, ce tableau. Oui, le tableau faisait 2,51 m par 2,08 m pour la plus grande version. Ces grands tableaux, malgré tout, Cézanne va les peindre à l'intérieur dans cet atelier avec cette grande verrière parce qu'il se sent à l'intérieur comme s'il était à l'extérieur. Comme il ne pouvait pas sortir ses grandes toiles dans le jardin et comme il avait pris l'habitude de peindre en plein air, il va faire casser le mur. Je vais vous montrer le petit secret de l'atelier. Effectivement, il faisait passer en fait les grandes baigneuses, les grandes de toile par cette fente, par cette porte. Il les faisait coulisser en fait du chevalet jusque dans le jardin où il les peignait donc directement face à la nature en s'inspirant des formes de la nature. Ici, les 4 dernières années de sa vie, Cézanne peint avec frénésie. Avec les grandes baigneuses réalisées en 1906, il prend pour modèle tous les objets du quotidien qui l'entourent, comme ce vase, ce pot à gingembre ou cette bouteille. Même ces crânes humains ont inspiré l'artiste. Des objets et des affaires personnelles précieusement conservés depuis plus d'1 siècle. Par exemple, tu as le chapeau, alors qu'il y a un objet très symbolique. Chapeau de Cézanne. C'est un objet pour Cézanne qui revêt une importance particulière. Waouh. Ah oui, c'est émouvant là. Ouf. Dans cet atelier, où la présence de Cézanne est encore très forte, un autre trésor est rarement dévoilé. On conserve encore aujourd'hui dans cette boîte de peinture, par exemple, des pinceaux. Les vrais pinceaux. Oui, les vrais pinceaux de Tu me Cézanne. le donnes encore? Avec lequel il a peint, par exemple, les 15 dernières montagnes, 5 victoires, 11 huiles, 4 aquarelles du sommet de la colline des Loves et les dernières grandes baigneuses. C'est un objet, c'est presque une baguette magique. C'est presque une baguette magique. Je ne sais pas si je deviendrai meilleure en peinture après. La Sainte Victoire, peinte 87 fois par Cézanne, la voici.
Ses formes, ses couleurs et ses trésors fascinent toujours. Pour Delphine, la richesse de la montagne aixoise se trouve dans sa végétation. Avec Stéphane Cataneo et Antoine Verdier, deux jeunes naturalistes, elle part à l'assaut de cet emblème très mystérieux. En face de nous, tu vois, juste sur ta droite, c'est le sommet de la montagne qui se trouve à 1011 mètres. Et il continue de grandir parce qu'il est poussé en même temps par les Alpes et les Pyrénées. À ton avis, elle grandit de combien par an? Allez, 1 centimètre. 1 centimètre, ah, ça fait un petit peu beaucoup. Alors non, il grandit en fait de 7 mm par an. Ce massif calcaire de 18 km de long et 5 km de large offre par son exposition, son climat et la richesse de son sol une flore exceptionnelle. 900 plantes à fleurs y ont été recensées. Parmi elles, toutes les épices mythiques de la Provence. Regarde, déjà, il y en a une qui m'intéresse immédiatement. Là. Alors, on va en cueillir un tout petit peu, les jeunes pousses, évidemment. Elle s'appelle la clématite petite flamme, ou flammula. On l'appelle aussi le piment des garrigues. Donc, je te conseille Piment juste... des garrigues. C'est une plante qui ne se digère pas très bien, qui se mange à toute petite dose. C'est juste Donc, pour le tu côté vas mettre piquant qui est sur la intéressant. langue. Tu te le Tu mets vas sur la langue. mordre doucement. Ouais. Et plus tu vas la mordre, plus la saveur piquante. Voilà, tu vas la mâchouiller Va un peu et après, tu n'hésites pas à la cracher un peu. Il faut juste que tu fasses ressortir un petit peu ce côté piquant, comme ça, tu vas voir. Alors, au début, on sent rien. Non? Et puis à un moment donné, tu vas voir, ça va venir très fort. Ouais, je vois. Et là, tu peux cracher. Là, tu peux cracher. Je peux cracher. Voilà, Ok. surtout si tu n'aimes pas trop le piment et tout. Voilà. Moi, j'aime bien non, faire mais goûter en ça. effet, ok, piment. Voilà, on a cet aspect un peu. Alors là, on a aussi. Ah, je crois qu'Antoine a Regarde-moi ça, trouvé Stéphane. quelque chose. Donc là, on a une plante très intéressante qui s'appelle le sumac des corroyeurs. Alors, la plante, elle est toxique absolument sur toutes les parties, sauf la graine. Et c'est la graine qui va intéresser justement le cuisinier. Voilà, donc tu peux déjà en goûter Ouais, une tu petite vas pas graine. Alors il y a, m'empoisonner, il y a un c'est noyau bien. dur à l'intérieur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût qu'il y a autour. On en fait une épice qui est très très utilisée sur le pourtour méditerranéen, qui porte le même nom, s'appelle le sumac. Il est très utilisé au Liban, en Arménie, en Turquie. Mais nous, on l'a jamais trop utilisé. C'est une épice oubliée, alors qu'elle est là, elle est partout. Des plantes oubliées, sauf par Antoine. Ancien chef cuisinier, il propose à Delphine d'improviser un aioli en pleine garrigue. Jaune d'œuf, huile d'olive, ail et une plante médicinale appelée hélicryse. C'est un curry végétal. Et ben regarde, moi je l'ai bien effrité. Puis voilà, on arrive à un résultat sympa en bien le mélangeant. Hop. Et ça, maintenant, tu prends une petite crudité, une bonne petite sauce émulsionnée, bien aillée. Écoute, hein, c'est une grande surprise pour moi, une grande découverte, parce que je pensais pas qu'en allant dans la Stade Victoire comme ça, on ferait un truc aussi. Et on, Bon. on est loin vraiment du thym et du romarin. Aux herbes de Provence, venez ajouter la randonnée. Au pied de la Sainte-Victoire, de nombreux sentiers vous attendent. Et s'ils ne se visitent pas, c'est également l'occasion d'admirer le château de Vauvenargues. Fasciné lui aussi par la montagne aixoise, Picasso l'achète en 1958. Il y est aujourd'hui inhumé. Parmi les images d'Épinal de la Provence, il en est une autre incontournable, les santons. Delphine nous emmène maintenant dans la plus vieille fabrique artisanale. Chez les Fouques, on se transmet ce savoir-faire unique au monde depuis 1934. Emmanuel Fouque est la 4e génération de santonniers. Delphine, je vais te montrer ce que je réalise avec mes moules. Donc là, je suis en train de travailler sur un modèle qui est très important chez nous, puisque c'est le modèle emblématique de la maison Fouque, c'est le coup de Mistral, qui a été créé par mon grand-père en 1952. Mon grand-père faisait beaucoup de vélo, il était vraiment le Provençal, amoureux de sa région. Et un jour, en revenant d'Arles en vélo, il voit un berger qui lutte dans le vent. Et l'idée lui est venue de le réaliser en santon. Chaque pièce est minutieusement sculptée pendant près de 5 heures à l'aide de nombreux outils. Alors moi, j'utilise beaucoup, tu vois, la mirette. Dans les outils qu'il me faut, Ça, c'est on ta mirette, retrouve... ça. Ça, c'est ma mirette, en fait. C'est un petit morceau de fer qui est enroulé. Et ça, c'est très pratique. Ça me permet de tailler directement dedans. Un peu comme le sculpteur va utiliser ses ciseaux, eh bien nous, on va utiliser la mirette pour creuser et enlever des copeaux d'argile. Dans l'atelier familial, chacun a un rôle bien défini. Les hommes travaillent l'argile et sculptent les santons. Les femmes, elles, s'occupent de les décorer. Un art que maîtrise parfaitement Caroline.
Voilà, Delphine, installe-toi à côté de Caroline. Elle va te montrer comment on peint un santon. Bonjour Delphine. Caroline, bonjour. Voilà. Alors, ton petit test-vin. Alors, on va commencer sommelier. toujours par le visage et les mains. Donc Alors. là, tu trempes ton pinceau, tu prends bien de la peinture. Ça, c'est du thon cher, hein. Voilà ce qu'on D'accord. appelle le thon cher. Vas-y, n'hésite pas. C'est au de l'eau, contraire. c'est de l'huile, C'est de l'acrylique. D'accord. Voilà, pour des petites pièces comme ça, on utilise l'acrylique. Et Voilà. j'y vais franco. tu barbouilles ton visage, tu dépasses surtout. Je dépasse. Faut pas hésiter à dépasser bien sur les côtés. Vas-y, n'aie pas peur. C'est tout un art, Tu sens la peinture, comme elle glisse. Et C'est agréable. surtout, tu sens la peinture, elle donne vie au personnage. Ouais, Dans oui, ces tu petites sens tailles, la peinture apporte beaucoup. Elle rend le personnage réel. une sensation d'apaisement, c'est une séance de yoga là qu'on fait. Au total, 7 étapes sont nécessaires à la fabrication d'un santon. Une tradition née en Provence à la Révolution française. Face aux révolutionnaires qui ferment les églises où sont abritées les crèches, on fait des santons pour que chaque catholique puisse recréer la scène de la nativité dans son propre foyer. À 1 heure d'Aix-en-Provence vers l'ouest, il est un village où la tradition de Noël est encore très préservée. Niché au cœur du parc naturel régional des Alpilles, voici les Baux de Provence, un joyau que Delphine a souhaité nous présenter avec Benjamin Houdan, guide dans ce village provençal étonnant. Bonjour Benjamin, Bonjour Delphine, merci de m'accueillir dans ce beau village des Baux, avec plaisir. un des plus beaux villages préservés de la région. Oui, effectivement, on a 22 éléments architecturaux qui sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc ce bâtiment, qui est une des plus anciennes maisons du village, donc Renaissance 16e, qui est la maison du connétable Anne de Montmorency, qui était un petit peu le bras droit de François Ier. On voit donc cette maison en pierre de taille, puisque la pierre, elle vient d'ici, elle vient des Baux, donc c'est du calcaire de l'ère secondaire. Voilà, donc des carrières juste là en contrebas. On va s'approcher. Le village culmine à 250 mètres d'altitude. Un escarpement rocheux appelé Baou en provençal, qui par déformation a donné son nom aux Baux de Provence. Partant de dégagé, on a une vue extraordinaire donc sur les alentours, jusqu'à la mer Méditerranée, effectivement. Et donc ce nid d'aigle, comme disait Frédéric Mistral, va permettre donc aux populations de se protéger et puis de voir l'assaillant arriver d'extrêmement loin. Ah, position bien stratégique. Tout à fait, absolument. C'est ce qui va permettre donc de préserver le patrimoine bâti de ce lieu magnifique. Et d'ailleurs, si ça te dit, je t'emmène donc voir le plus bel hôtel particulier Renaissance du village. On est parti. 900 mètres de long sur 100 mètres de large, ce village, parmi les plus beaux de France, cache un dédale de ruelles étroites et de terrasses ombragées. Un site classé pour son authenticité et ses vestiges. Donc là, on arrive à l'hôtel de Manville, qui est le plus bel hôtel particulier Renaissance du village, qui date de la fin du XVIe siècle, de 1571, et qui était en fait le siège de l'autorité ici, puisque c'était là où vivait le viguier, le gouverneur des Baux, donc qui était chargé d'assurer la sécurité en l'absence du roi. Claude de Manville, le gouverneur des Baux, était protestant. Une religion fréquemment pratiquée en Provence au XVIe siècle et tolérée par le seigneur du village, comme en témoigne l'inscription gravée au linteau de cette fenêtre. On a cette inscription calviniste qui est gravée dans la pierre. Voilà, post tenebras lux, qui en latin donc signifie après les ténèbres, la lumière. Et on pense que dans les caves, dans les sous-bassements de cet hôtel particulier se trouvait un temple ou du moins un lieu de culte pour les protestants. Ça atteste vraiment la présence d'une forte communauté protestante au Baux. Voilà. D'accord. Pourtant, aujourd'hui encore, c'est pour son culte catholique que les Baux sont réputés. Benjamin emmène maintenant Delphine sur la place de l'église Saint-Vincent, au cœur des traditions provençales. Voilà, donc là on arrive place de l'église Saint-Vincent des Baux. La place centrale du village des Baux. Exactement, oui, tout à fait. Donc avec l'église Saint-Vincent et la chapelle des Pénitents Blancs. C'est ici que tout se passe, j'imagine, à Noël, les traditions oui, tout à fait, absolument. pastorales. C'est dans cette église Saint-Vincent que se déroule l'une des messes de minuit les plus courues de la région. À l'issue de la messe de minuit, donc, on a la cérémonie du pastrage, donc de l'offrande de l'agneau dernier-né du troupeau à l'enfant Christ nouveau-né. On installe le petit agneau donc dans le chariot et donc on sort en procession et on traverse toute la place de l'église. Forte tradition provençale. Oui, tout à fait, absolument, qui s'est peut-être un petit peu perdu ailleurs, mais qui donc ici au Baux perdure de façon générale. Voilà. Cette
Cette cérémonie, dont les chants expriment la joie des bergers, est un moment fort auquel il serait dommage de ne pas assister lors de votre prochain séjour en Provence.